Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Messieurs, Mesdames de la presse, distingués invités, chers combattants, cadres, membres du MLP, bonjour. Bonjour. Je suis honoré de vous voir très nombreux pour répondre à notre invitation. C'est donc, je vous remercie très sincèrement. Merci. Je remercie également les propriétaires de cette salle qui nous ont accordé de sorte que nous puissions faire cet échange. L'exercice que nous allons tout de suite là nous livrer, c'est un exercice démocratique. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans l'histoire du combat pour la démocratie, pour la liberté, pour l'état de droit et la défense de la mère patrie, la RDC. Cette journée sera donc inscrite dans les annales de notre histoire. C'est un très grand jour. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Et pourquoi la journée d'aujourd'hui? Vous êtes sans ignorer que ça fait plus qu'un an, à peu près un an, que nous n'avons jamais eu d'échange entre la presse et l'honorable Fangdong. Il s'agit de lire un message que nous avons rédigé. Normalement, on ne pouvait pas avoir des questions. Et le message sera considéré comme un message écrit. Le message est de 20 pages. Je ne lirai pas le message. Je vais donner donc l'économie du texte. Et le texte vous sera immédiatement distribué. Tout de suite là, les gens qui auront besoin de la version électronique, donc ils vont prendre chez Kevin, tout de suite là, dès que je commence, lorsqu'on va terminer à lire les recommandations, donnez déjà mon numéro de téléphone et je vais immédiatement transférer par voie électronique et ils vont vous transférer le texte par Word. Ceux qui ont besoin de PDF, on va vous indexer par des PDF. Néanmoins, ceux qui ont besoin du texte en dur, le texte en dur est là et on va vous remettre immédiatement. Je vais prendre le texte en dur. Maître John, je vais vous donner déjà le texte électronique tout de suite. Maître John, je vais vous donner le texte électronique qui est donné à tous les journalistes. Donc, le texte électronique et le texte, il faut donner, mais je pense qu'une personne garde les deux. Il faut distribuer à toute la presse les gens qui ont besoin. Partout là-bas, là, il a, et au milieu, ceux qui ont besoin du texte, parce que les gens poseront des questions par rapport au texte. Donc, nous allons nous convenir de la méthodologie. Donc, je vais donner l'économie. L'économie sur quoi? L'évaluation porte sur le parcours du MLP. Le parcours du MLP et la gouvernance actuelle pour nous permettre de comprendre
tirer des conclusions et prendre des résolutions. Ici, je ne vais lire que les résolutions. Au niveau du MLP, il y a des choses qui sont internes lorsqu'on a fait l'évaluation, qu'on ne peut pas vous dire, et des choses que nous pouvons vous dire. Vous savez que le MLP est un parti qui a participé à toutes les grandes échéances politiques du pays. Gaborone, Addis Abeba, Sun City, Île-de-Gorée, Genval et tout, je m'en passe. Mais il se fait que jusqu'aujourd'hui, MLP ne dirige pas le pays. Est-ce que nous sommes dans la bonne direction? Est-ce qu'on est dans la mauvaise direction? Et pourquoi? On a été obligé de faire cette évaluation pour savoir si on n'est pas dans la bonne direction. Faudra-t-il introduire les facteurs correctifs? Si on est dans la bonne direction, qu'est-ce qu'il faudra faire pour répondre aux besoins des citoyens congolais? La nature de notre combat dans la création du parti, c'est d'abord de défendre la démocratie. Transformer la RDC à un état de droit. C'est un parti qui a la vocation de s'opposer aux forces de statu quo pour les changements réels. C'est comme ça que ce combat, il est dans l'opposition radicale pour obtenir le changement réel. À la fin de l'évaluation du parti, nous sommes rassurés et nous sommes dans la bonne voie. Le parti est très constant, bien qu'il y ait des gens qui sont morts, qui sont partis en exil, qui ont été arrêtés, qui ont été condamnés injustement, qui ont des séquelles de dictature. Les partis continuent à vivre. Les partis continuent à s'engager. Et le parti a renouvelé son engagement de continuer à défendre la démocratie. Comme les rouleaux compresseurs qui est le parti est en état de combat, et que même quand nous sommes en prison, les combats continuent. Vous les avez vus à Nèvres ou à Lèvres quand j'étais en prison. Même quand on sort de la prison, on continue. Vous avez des collègues qui sont avec moi en prison qui sont là. Donc les rouleaux compresseurs, la machine à broyer est en état de combat, état psychologique désengagé dans la vie. Maintenant, deuxième partie de l'évaluation, c'est la gouvernance du pays. Alors, ce vaste la gouvernance du pays. Même les 21 pages qu'on va présenter ce matin, c'est seulement une synthèse parce que l'évaluation a donné 182 pages. C'est de 182 pages qu'on a extrait 21 pages. Donc, la synthèse ici, c'est de quelques éléments. Alors, les indices que nous avons tenu compte de prendre et échanger avec vous, c'est d'abord sur la promotion de la démocratie. Est-ce que l'État congolais s'inscrit dans la promotion de la démocratie? Est-ce que l'État congolais s'inscrit dans les programmes de transformer la RDC à un État de droit démocratique? Deuxièmement, les questions liées à la gestion. Là, on a brossé les questions, les considérations économiques générales du pays dans la gouvernance sur le plan social, économique et culturel. La question des infrastructures également, parce que vous êtes sans ignorer que les dépenses d'investissement de l'État, comme dans notre pays, les dépenses d'investissement prennent 60 à 70%. Et là, on peut voir, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui partait là-bas, et dans les dépenses d'investissement, comme j'ai parlé des infrastructures, donc dans les infrastructures, nous avons choisi quelques projets de l'actuel régime au pouvoir, notamment le port à eau profonde de Banana, 2. Les projets de 100 jours, 3. Les projets de 145 territoires, pour tirer une idée sur le fonctionnement des institutions, la gouvernance ici, la manière que les choses se sont déroulées respecte les lois de la République et la gouvernance intègre. Et au-delà des considérations économiques et sociales,
nous avons pris un autre point, le climat des affaires. À part le climat des affaires, la gratuité de l'éducation. On doit en parler également sur la gratuité des éducations. Parce que nous sommes à une année préélectorale. Les questions des élections doivent également être abordées. Au-delà des questions électorales, donc, nous avons également parlé de l'état de siège et la crise à l'est du Congo. Je terminais par là, parce que nous allons nous lever. Je vais demander à l'assistante de se lever pour garder 1 minute de silence, en mémoire de tous ceux qui sont décédés pour combattre pour l'indépendance, tous ceux qui sont décédés pour combattre pour la démocratie, également de nombreuses Congolaises et Congolais qui sont en train d'être assassinés à cause de la crise de l'Est et la guerre. Gardez 1 minute de silence en solidarité avec nos frères et sœurs. Merci, veuillez vous asseoir. Alors, je vais commencer sans tenir compte de l'ordre tel que j'ai énuméré. Je vais commencer par la question de la démocratie. Je vous ai dit que le MLP, à travers son président, nous avons participé à toutes les grandes réunions où on a parlé du Congo. Les questions liées à la démocratie. Est-ce que l'État congolais, si nous prenons à partir de 2000 à 2022, les 22 dernières années, est-ce que l'État congolais s'inscrit dans une voie de la promotion de la démocratie? Les éléments d'analyse que nous allons tout de suite vous révéler, vous allez vous me conclure ou nous allons conclure ensemble. À Sun City, quand nous avons négocié pour mettre un terme à la guerre, il a été question de voter de résolution pour qu'il n'y ait plus la guerre, pour qu'il n'y ait plus l'exclusion, pour qu'il y ait une société réellement démocratique en RDC, à travers de nouvelles institutions. C'est pour cela que nous avons rédigé, donc votre humble serviteur, pas seulement qu'il a été co-signateur de l'accord global inclusif, co-rédacteur de la constitution de la transition, y compris l'actuelle constitution en vigueur, nous avons été co-rédacteurs. Donc nous avons l'esprit et la lettre de cette constitution. La volonté est de l'ensemble des 500 délégués à Sun City et la volonté des législateurs, c'est que le Congo soit un État de démocratie. De sorte que ceux qui gouvernent avec le moyen de l'État et l'opposition également fait l'opposition avec les moyens de l'État. C'est comme cela que nous avons voté de loi pour renforcer la gouvernance institutionnelle avec la gouvernance administrative, ainsi de suite, et de sorte que l'opposition aura 3 lois. Il y a eu une loi que nous avons votée sur les partis politiques, une loi que nous avons votée pour le financement des partis politiques, et également une loi que nous avons votée sur le statut de l'opposition, de sorte que l'organisation de l'opposition soit légale et soit financée par l'État. De la signature de l'accord inclusif, de la rédaction de la Constitution, à ce jour, on n'a jamais permis que les porte-parole de l'opposition soient installés, et de sorte que, par exemple, parce qu'il y a un budget qu'on doit payer à l'opposition. 2014-2015, c'était 80 millions de dollars qu'il fallait donner aux porte-parole de l'opposition pour le fonctionnement d'une année. Ce légal est constitutionnel. De 2000 à ce jour, aucun président de la République n'a soutenu le financement de l'opposition alors que les lois ont été votées. On considère cela comme entrave à la démocratie. On considère cela comme le non-soutien de la promotion de la démocratie. Le drame tragique de la tragédie,
C'est qu'on a un président de l'opposition, qui a fait l'opposition, qui a été victime de cela. Mais dans la mandature aujourd'hui, le président de la République, sa gouvernance, ne parlait pas de donner le moyen à l'opposition pour promouvoir la démocratie. Donc le pays ne s'inscrit pas dans une logique de promouvoir la démocratie. Et le combat de Papa Tshisekedi, qui est le père de la démocratie, en renonçant à la non-violence, c'est que nous devons faire tout pour le Congo soit un état de démocratie. Aujourd'hui, au Congo, on considère l'opposition comme l'ennemi du pouvoir, à tel point que les services de renseignement, l'ANR, qui sont là, l'ANR, la police, les services spéciaux, la justice, considèrent l'opposition comme un antipatrie, comme l'ennemi du pouvoir. Or, que nous avons organisé légalement, il y a des lois. Ceux qui ont besoin de ces lois-là, ils rentrent à mon cabinet, je vais leur donner, ou aller acheter au journal officiel. La loi sur le financement des partis politiques également n'a jamais été mise en application. Ce sont des instruments qui permettent, bien entendu, la promotion de la démocratie. Il n'y aura jamais de développement sans démocratie. Et pour avoir la démocratie, il faut avoir une opposition légale. Et cette opposition légale est financée par l'argent de l'État. C'est constitutionnel, c'est légal, il y a des lois pour tout ça. Aucun président n'a accepté ça. C'est ça qui justifie bien entendu les vagabondages politiques, la crise d'identité. Tout le monde tourne du côté du pouvoir pour trouver de l'argent. Ce n'est pas pour cela que nous avons signé l'accord global inclusif. Ce n'est pas pour cela que nous avons rédigé la Constitution. Nous avons besoin que le Congo soit un État de démocratie. Le financement des partis politiques, il est clairement établi que l'État congolais soutient le fonctionnement des partis politiques. C'est établi. Vous trouverez la référence, par exemple, pour les dépenses des élections. En Belgique, en France et partout dans le monde, de pays riches et démocratiques, l'État soutient, ne fût-ce que la partie des campagnes électorales de toute la classe politique. C'est pour dire, si l'État dit, prenons les cas d'une échéance électorale des députés nationaux. L'État dit, les dépenses de campagne sont à 100 000 $ plafond. L'État, pour 500 députés, l'État va garder, bien entendu, 500 députés. 100 000 $, c'est 50 millions de dollars. L'État prendra 50 millions de dollars à rembourser dans 5 ans, 1 million de dollars par an pour soutenir la démocratie. Et vous trouverez que l'État ne donne rien aux partis politiques, mais conditionne toujours les partis politiques. On vous dira, il faut 1000 $ par candidat aux élections, mais comme c'est loi aujourd'hui, il faut avoir 300 candidats, donc les partis doivent avoir 300 000 $ pour que la liste aux élections soit recevable. C'est encore en torse à la démocratie. Alors l'État ne donne rien, il n'a que des exigences aux partis politiques. C'est éloigné de la vision de ceux qui ont participé au dialogue intercongolais et qui ont voulu que le Congo soit démocratique. Et s'écarter de la ligne des pères fondateurs de notre société, de notre indépendance et le père fondateur de notre démocratie qui est Etienne Tshisekedi. Ça c'est une idée sur les entorses à la démocratie. Donc le Congo ne va pas dans la direction d'avoir un État qui consolide la démocratie, qui fait la promotion de la démocratie. C'est le premier élément. Deuxième élément, mes chers amis de la presse, combattantes et combattants du parti et les hauts cadres du parti, je prends un point par hasard. La question des considérations économiques. Le régime actuel au pouvoir a vanté, et c'est vrai, les taux de croissance très élevés, la grande mobilisation de recettes, mais les problèmes qui se posent, quel est le taux de pauvreté, quel est le taux de chômage, quel est le taux des inégalités? Est-ce que la mobilisation de recettes vantées, le taux de croissance même le plus élevé de l'humanité, est-ce que cette croissance est inclusive? Est-ce qu'elle aurait tombé dans la vie de la société, de notre population? Non. Cela n'est pas inclusif. Parce qu'on vous a distribué les textes,
et que je dois être très bref et sommaire. Je vois tous les chiffres qui sont là. Quelques références qui vous démontrent que ça ne marche pas dans les conseils économiques. Après 62 d'indépendance, après 70 ans d'indépendance, 3/4 de la population congolaise vit dans l'extrême pauvreté. Quand je prends, par exemple, la question alimentaire, ça c'est publié par le programme Action mondiale, les programmes, les programmes Action mondiale contre la faim, Action contre la faim. Vous trouverez que en 2018, le Congo avait 13 millions, des Congolais qui étaient exposés à l'insécurité alimentaire. Alors qu'aujourd'hui, c'est doublé. 27 millions de Congolais sont exposés à l'insécurité alimentaire. Les enfants de moins de 5 ans, nous avons 860 millions de Congolais de moins de 5 ans qui sont exposés à l'insécurité alimentaire. Et de ces 860 millions, vous avez 220 millions d'enfants qui, si on ne les prend pas en charge, ils vont arriver à une situation sévère qui va les amener à la mort. Donc vous comprenez par là. Quand nous regardons le taux de croissance, toutes les statistiques que vous trouverez dans les documents, vous comprendrez que sur le plan économique, le pays est dans une situation très grave. Le climat des affaires. Dans le climat des affaires, tout le monde sait qu'il y a méfiance des investisseurs. Pendant la mandature, les grands investisseurs ne viennent pas. Il faut s'interroger. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'il y a la morosité des affaires est due à au niveau des corruptions très élevé. L'indice de perception de la corruption pour la RDC, nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Il a d'ailleurs Transparency International qui a publié, et vous aurez ça dans les documents. Quand vous observez l'indice Doing Business, le Congo est vraiment à la quai de toutes les nations. Mais pourquoi il y a méfiance dans le climat des affaires? Parce que l'État congolais n'a rien entrepris de tangible dans l'amélioration du climat des affaires et l'attractivité des investisseurs. Il n'y a rien dans l'attractivité et dans l'environnement des affaires, encore moins attirer les investissements. Ce manque d'attractivité des investissements et des manques d'amélioration du climat des affaires est dû également à notre administration. Parce que l'administration congolaise, pour faire confiance, que les investisseurs fassent confiance à un pays, on étudie son administration. L'administration doit être efficace, efficiente, transparente et responsable. Notre administration n'a pas bénéficié de cela. Ce qui fait que quand les investisseurs observent ça. Mais il y a également d'autres facteurs. L'intrusion de la politique et dans la justice. Il se pose un problème de la sécurité judiciaire et sécurité de la justice. C'est parmi les indices qui montrent la méfiance, bien entendu, des grands investisseurs pour qu'ils viennent, bien entendu, dans notre pays. Et n'oubliez pas la rétrocommission, l'exigence de la rétrocommission, la corruption aggravée. Vous comprenez par là que la mauvaise gouvernance est aussi un élément qui crée la méfiance, bien entendu, aux investisseurs de venir. C'est ça qui justifie notamment la morosité que vous observez auprès sur le climat
des affaires. J'ai cité, parce que je ne peux pas tout citer, parce que j'ai dit dans l'économie. Ce sont les indices, les indicateurs, ceux qui vont lire pour des questions de précision, je suis à votre disposition. Après le climat des affaires, je parle de l'éducation. Je parle de l'éducation, mais nos enfants, qui vont continuer avec les grands Congo après nous. Parce qu'une question est posée. Qu'est-ce que nous faisons de notre jeunesse? Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Est-ce que nous préparons notre jeunesse à devenir l'imbécile de demain? Est-ce que nous prenons en compte le besoin de notre jeunesse? Ou nous préparons une jeunesse qui doit, une jeunesse des éponges, qui doit absorber? Ou nous préparons une jeunesse irresponsable qui ne peut pas prendre conscience de la réalité des dangers et prendre son avenir en main? Une jeunesse empatiste et observatoire. La question liée à l'éducation. Dans d'autres pays comme au Canada, l'éducation et la santé prennent 50% du budget. Au Congo, quand nous avons été en Afrique du Sud, parce qu'il faut connaître l'histoire de votre pays, cela que nous a pris une résolution qu'on a transcrite dans la Constitution pour dire la gratuité de l'éducation. C'est une résolution du directeur. Il fallait mettre dans la Constitution. Obligatoire, école primaire, obligatoire et gratuite. Est-ce que la gratuité de l'éducation a réussi? Vous allez découvrir avec moi, ensemble, que sur le plan des concepts, c'est constitutionnel. Mais je le regrette de vous dire que la gratuité de l'éducation a échoué. La gratuité de l'éducation a échoué. Pourquoi la gratuité a échoué? Faute d'encadrement et d'un bon accompagnement. Ça, c'est premièrement. Comment cela fonctionne? Premièrement, vous savez que la gratuité de l'éducation égale tous les enfants qui sont à la maison, rentrent dans l'école, rentrent à l'école, dans les salles de classe. Mais il faut déjà préalablement qu'on connaisse quel est le vrai problème que pose l'éducation. C'est le problème de l'accès. Qui accède à l'éducation? L'accès à l'éducation. C'est le problème de la qualité de l'éducation. C'est le problème des contenus du programme de l'éducation. C'est le problème des matériels didactiques et des infrastructures qui reçoivent nos enfants. Malheureusement, l'État congolais, l'actuelle gouvernance, a programmé la gratuité de l'éducation, mais vous avez vu que les infrastructures ne sont pas construites. Les salles de classe sont les mêmes. Une salle de classe avec une capacité de 20 étudiants, 20 à 30 élèves, reçoit 80 enfants. Avec des enseignants mal payés, sous-payés, impayés, démotivés, vous aurez quelle qualité de l'éducation des enfants? C'est un problème sérieux qu'il ne faudrait pas inscrire dans la rhétorique propagandiste. C'est une question de vie ou de mort. C'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre jeunesse. Ce n'est pas seulement la question des caractères pléthoriques dans les salles de classe. Là, j'ai relevé en fait les caractères pléthoriques dans les salles de classe. Ce n'est pas ça seulement le seul problème. Je relevais les enseignants qui sont démotivés parce qu'ils sont mal payés, sous-payés et impayés. Mais également, comment on traite les nouvelles unités? Les enseignants nouvelles unités qui enseignent
qui attendent de leur mécanisation, les gens qu'on donne, qu'on mécanise, ce sont d'autres personnes que ceux qui travaillent réellement. C'est ça. On continue. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Mais comment nous avons un même gouvernement, un seul pouvoir, des mêmes ministères, mais les enseignants ont 1500 à 2500 qu'on leur donne pour leur retraite, mais dans d'autres ministères, c'est 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. C'est comment ça se passe? Donc la mauvaise gestion de ces dossiers de retraite, de nouvelles unités, c'est parmi les éléments qui ont contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. C'est question de vie et nous devons le dire parce que c'est notre destin qui devons prendre la main. Nous allons nous effacer et nos enfants vont continuer avec le pays. Nous avons l'obligation morale, politique et historique de garantir une éducation de qualité à nos enfants. Il ne faut pas inscrire la question de l'éducation de nos enfants dans une rhétorique électoraliste et politique. C'est un problème réel qu'il faut prendre. Et là, je vous ai parlé des matériels didactiques, les salles de classe qui n'ont pas été construites. Quel est le rendement d'un enseignant ou d'un enfant qui est dans une salle de 25 à 30 élèves? Ils sont 80. Mes chers amis de la presse, je dois vous dire la vérité que le but de l'école primaire et secondaire, le but de l'école primaire, ce que l'enfant doit connaître, doit savoir comment écrire, comment lire en langue nationale et en langue officielle, comment calculer, de sorte que même s'il ne terminait pas les études, moi, mais à ce jour, la gratuité de l'éducation n'a pas répondu à ces problèmes. Un autre élément qui a contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. La première année, la gratuité de l'éducation est arrivée jusqu'au secondaire. Les parents se sont préparés pour ça. Mais la deuxième année, on a ramené la gratuité de l'éducation uniquement jusqu'en 6e, en excluant 7e et 8e. Alors que la loi cadre sur l'éducation a réformé en ajoutant, bien entendu, 7e et 8e, c'est-à-dire le 2e secondaire dans cette version. Considérant tout cela comme un enseignement de base, de sorte qu'un enfant, s'il ne va pas continuer, il ait un métier, il connaît ses métiers. Mais dans la deuxième année de la gratuité de l'éducation, on a ramené uniquement à l'école primaire, en ne respectant pas la loi cadre sur l'éducation, alors que cette loi a été déclarée conforme à la Constitution. Voilà autant d'éléments qui ont fait qu'à ce jour, la gratuité de l'éducation est un échec. La désactivation des écoles. Il est vrai que la personne qui parle de cela, c'est vrai, la désactivation des écoles a créé un nouveau problème parce qu'il y a des écoles qu'on a désactivées, notamment on a désactivé les enseignants des écoles. Désactiver, ça veut dire ne plus le payer alors qu'ils sont en règle avec l'État et qu'on les payait pendant un moment. Et à un moment donné, on les a réactivés, mais 5 à 8 mois, ils n'ont pas été payés jusqu'à ce jour. Ces enseignants ne sont pas encore payés. Donc, j'ai promis de ces micros pour exiger à l'État de payer ces enseignants dont on a désactivé, on les a réactivés, mais la dette de paiement de l'État, on les paye. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. Ça, c'est un élément sur la gratuité de l'éducation. Je viens au fameux dossier, bien entendu, des infrastructures. Je vous ai dit dans mon introduction que les infrastructures prennent 60 à 70% dans le budget d'investissement. Ça veut dire les budgets d'investissement pour tous les autres secteurs ne prennent que 40 à 30%. C'est comme ça que le législateur avait, bien entendu, prévu un arsenal juridique pour éviter que l'argent de l'État ne soit détourné. C'est comme ça que vous savez, on a créé, on a voté une loi sur l'autorité de régulation des marchés publics.
on a voté une loi sur la passation de marché. Comment faire passer un marché public? Comment exécuter un marché public? Quelles sont les conditions? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends dans le domaine des infrastructures. Prenons par les ports en eau profonde de Banane. Tous les Congolais ont la fierté, ont la volonté, ont l'ambition de nous voir détenir ou être propriétaires d'un grand port. Parce que tous les bateaux qui viennent avec nos conteneurs, les marchandises, viennent, les grands bateaux viennent de partout, de la Chine, de l'Europe. Mais ce bateau arrive à Pointe-Noire, et de Pointe-Noire, on prend les bateaux moyens qui peuvent accoster à Boma ou à Mataï. C'est qui honte pour le pays. Et la volonté des Congolais, c'est qu'ils doivent avoir notre propre port à eau profonde. Pas sur une ouverture jusqu'à l'océan. Mais les ports en eau profonde, vous avez vu, le président de la République a posé la première pierre, est un projet, s'il faut dire en réalité, qui a bafoué le droit et la science. C'est un projet techniquement et scientifiquement réfutable. Vous allez voir ceci. L'enveloppe globale de ce projet-là, c'est 1,3 milliard. C'est un contrat de concession. Suivez-moi, c'est très technique. C'est un contrat de concession, un projet de concession entre l'État congolais qui a 30% et la société Dubai World qui a 70%. La société Dubai Forward a 70%. Dans les 70% de cette société de Dubaï, ils ont pris un engagement pour 50 ans. Je vous parle parce que je ne sais pas si quelqu'un de nous sera vivant à 50 ans. C'est un contrat de concession de 50 ans d'années qui peut même renouveler. Et dans ce contrat de 50 ans, on n'a pas expliqué aux Congolais pour que les gens tirent les conséquences. On n'a pas associé les populations locales qui vivent. Qu'on va me déplacer. Mais qu'est-ce qui est mal dans ces contrats? Un, lorsqu'on a donné ces contrats, a été donné en violation de la loi, les contrats ont été donnés, les marchés ont été donnés de gré à gré. Dans la loi congolaise, on ne peut pas donner un contrat de tel montant d'argent de gré à gré. C'est la violation de la loi. D'ailleurs, à l'époque de l'ancien régime, il y a la ministre Mumba, de portefeuille, qui avait refusé de signer, bien que le ministre des Transports avait signé. Parce que le contrat, c'était un contrat léonin, qui bradait les intérêts du Congo, qui bradait le richesse du Congo. Je vous ai dit que dans les considérations économiques, on a démontré que le taux de pauvreté est très élevé, le taux de chômage est très élevé, le taux des inégalités est très élevé. Donc il faut tout faire pour concevoir, avoir une créativité, une innovation, pour trouver les moyens à remplir les caisses de l'État, pour combattre le chômage, la pauvreté et les inégalités au pays. Donc chaque source d'argent, le Congolais doit être jaloux pour voir est-ce que l'argent de l'État, l'argent rentre dans la caisse de l'État. Donc je viens de vous dire que l'État congolais aura 30% et cette société-là de Dubaï aura 70%. Mais ce qui est scandaleux, pas seulement qu'en violation de la loi sur la passation des marchés, parce qu'il fallait préalablement faire ce qu'on appelle l'appel d'offres international, c'est-à-dire la mise en concurrence, pour que l'État puisse choisir quel est l'opérateur ou le soumissionnaire où l'État va se retrouver. Il n'y a pas eu de mise en concurrence, il n'y a pas eu d'appel d'offres international, c'est comme un client, les amis et amis, on se donne des marchés en violation de la loi. Ça, c'est le premier élément, le cadre légal n'a pas été respecté pour que cette entreprise de Dubaï bénéficie de la construction des ports en eau profonde des bananes. Deuxième élément, dans les contrats, vous trouverez que dans les contrats, il y a les indices ou les références des rémunérations des agents publics de l'État.
La loi sur la passation du marché n'autorise pas cela. Ça, c'est deuxième irrégularité. Troisième irrégularité. Les 30% de l'État congolais sera accordé à une société à créer. La société n'existe pas encore. Vous pouvez imaginer un peu ça? On ne sait même pas qui seront les propriétaires, les actionnaires de cette société-là. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des soupçons de corruption parce que c'est très opaque. En conclusion donc, dans la situation du port à nous profond de Banana, la recherche que nous avons menée commande à ce que les peuples congolais exigent de mettre un terme à ces contrats pour revenir dans la procédure légale. Donc ça doit être arrêté. C'est une opération opaque de corruption et de détournement d'argent. Voilà. Voilà. Et qu'un débat sérieux soit engagé dans notre société pour qu'on comprenne quel est l'intérêt, qui doit construire. Donc, les ports en eau profonde de Banana posent trois problèmes. Qui va construire? Pour construire, il faut respecter la procédure légale. Qui va gérer et qui va exploiter? Donc, les premiers posants en termes de la construction, de l'exploitation et de la gestion. Et dans les études pendant les négociations, les plus grands spécialistes du Congo ont été exclus. Je cite, l'ex-Onatra n'a pas été associé, l'OEBK n'a pas été associé. C'est comme quand on a négocié le projet de Inga 3, on a exclu la SNEL. On a exclu la SNEL qui est la très grande experte en matière d'électricité. Donc, pourquoi, quel est l'intérêt d'exclure le plus grand expert en la matière? Vous comprenez par là que c'est un contrat léonin pour enrichir le privé, mais ce n'est pas un projet d'espoir, comme nos frères du Bas-Congo pensent que les ports à eau profonde, c'est une réponse aux exigences de la population. C'est contre la population du Bas-Congo, c'est contre la population congolaise. Ce n'est pas un port pour l'intérêt du Congo, c'est pas pour ça privé. Les règles des bradages ont été données. Il faut que les peuples congolais bloquent ces projets et demandent à ce qu'on revienne dans la procédure légale parce que c'est illégal. Le projet de 100 jours. Le projet de 100 jours pose un problème sérieux de conscience. Il faut apaiser les esprits. Le problème n'est pas tout simplement de 57 millions dont on a vu les procès et que tout le monde a été acquitté, sauf une seule personne qui est condamnée à mort, c'est le juge Yann, qui a laissé sa femme et ses enfants. Parce que personne n'a fait quelque chose. Tout le monde est acquitté. Il n'y a aucun responsable. Mais on nous a présenté que l'argent est sorti. Vous savez c'est quoi le projet de 100 jours? D'abord, le projet de 100 jours est évalué à 427 millions de dollars. Presque 500 millions de dollars, l'équivalent de l'argent qu'on aurait des élections. C'est 497 millions de dollars. Le président de la République a confirmé lui-même, Nicolas Kazan a confirmé au Parlement, Nicolas Kazan, qui est le coordonnateur, a confirmé. Donc, c'est 497 millions de dollars. Et sur les 497 millions de dollars, en septembre 2019, l'État avait décaissé déjà 216 millions de dollars. Parce que les gens regardent seulement les 57 millions. Mais 216 millions de dollars avaient été décaissés en septembre 2019. Et le Congolais a besoin de savoir qu'est-ce que est devenu les 497 millions de dollars. Personne n'a présenté les rapports de synthèse publique. Personne n'a présenté les infrastructures faites. On ne nous dit rien sur les 497 millions de dollars. Alors que le peuple congolais est en difficulté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif.
Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.